Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Paris au mois de mai 1795. Autant dire que nous sommes sous le Directoire, pas très loin du tout nouvel institut, l'Institut de France. Une voiture s'arrête, nous sommes place de Fürstenberg. Un homme en descend. Il est de très grande taille, un peu chétif, il a les cheveux roux, les yeux foncés, un large manteau noir qui lui couvre tout le dos et qui lui donne une certaine allure. Il regarde la femme qui se trouve dans la voiture, c'est Germaine de Staël, et lui, c'est Benjamin Constant. Ils viennent tous deux de s'installer dans la capitale. Germaine de Staël ne descend pas de la berline parce que pour le moment, elle considère Benjamin comme un grand ami, simplement. Il n'y a pas de raison de faire de grands adieux. Lui, en revanche, est fou amoureux de cette femme extraordinaire. Il faut vous dire que à l'époque, elle a déjà un amant. Constant, pour autant, ne désespère pas de conquérir le cœur de Germaine. Pour le moment, il se tourne vers l'immeuble. Il a peu d'affaires avec lui. Benjamin Constant ne s'est jamais tellement encombré. C'est pas quelqu'un qui se balade avec énormément d'affaires. Il a juste une valise. Il monte les marches qui mènent à l'appartement de ce quartier, tout près de Saint-Germain-des-Prés. C'est pas la première fois de sa vie qu'il s'installe à Paris. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de ça il y a quelques semaines ou quelques mois. L'enfance de Benjamin Constant a été toute une succession de dettes d'argent, de fugues, pendant que son père, qui résidait toujours en Suisse, tentait de lui trouver une situation dans laquelle il pourrait enfin s'installer, demeurer stable. Mais non, la stabilité, ça n'est pas l'affaire de Benjamin, qui tout de même, là, cette fois, a l'air de vouloir un peu se stabiliser avec Germaine de Staël, dont il est donc tombé follement amoureux un an plus tôt. Elle a résisté, elle, aux avances de Benjamin. Et alors que tous deux vivaient non loin de l'autre, ils ont observé la Révolution française. Ils l'ont vu évoluer, entrer après Thermidor dans une phase un peu plus apaisée. Et dès qu'ils ont vu que les choses allaient mieux à Paris, ni une ni deux, ils ont fait leur bagage et ont voulu venir jouer un rôle dans cette capitale où tout paraissait possible, avec cette nouvelle république qui paraissait vouloir s'installer. Constant est un homme d'une grande intelligence. Il a la trentaine à l'époque. Simplement, il n'a pas réussi jusqu'ici à se faire un nom. Il est accompagné par Germaine de Staël, dont l'intelligence est supérieure à celle de ses contemporains, c'est le moins qu'on puisse dire. Germaine de Staël, qui grâce à son père, le grand ministre Nègre, jouit d'un réseau extrêmement large. Et il va pouvoir, grâce à elle, se dit-il, entrer un peu plus avant dans l'élite parisienne. Et de fait, Madame de Staël tient salon rue du Bac. Tout le beau monde parisien se presse dans ce salon. Et dans sa biographie de Benjamin Constant, Léonard Burnand nous dit: quand Benjamin Constant ne noue pas des contacts dans le cercle de Germaine, il se rend à la Convention nationale pour parfaire en direct son initiation à la politique française. Encore néophyte, il cherche à comprendre les rouages de la vie parlementaire de la jeune République. Pour analyser ce mécanisme complexe et jauger les forces et les faiblesses des différents camps, il ne manque aucun débat. J'assistais tous les jours aux séances de la Convention et jamais plus étrange spectacle ne s'était offert, écrit-il. Dans la grande salle des machines du palais des Tuileries, assis dans les travées réservées au public, il observe attentivement chaque détail, il prend des notes, il apprend son futur métier de député. Les spectateurs qui entourent cet homme discret et anonyme ne savent pas qu'un jour, c'est lui qui montera à la tribune, nous dit donc Léonard Burnand. Benjamin Constant est de plus en plus persuadé d'avoir dans ce pays qu'il est en train d'adopter un grand destin politique. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, premier souci qui va quand même marquer un frein dans cette carrière en pleine ascension, le directoire qui n'aime pas trop la grande liberté de parole, la concentration d'émigrés qui se retrouvent dans le salon de Germaine de Staël. Elle va finir par être expulsée. Et immédiatement, dès que Benjamin sait que Germaine quitte Paris, évidemment, il la suit dans son beau domaine, dans son beau château de Coppet. Germaine apprend que son amant, celui qui faisait de l'ombre à Benjamin, la trompe. Elle est dévastée, elle va enfin pouvoir s'intéresser à ce petit rouquin-là qui la suit partout. Et ils vont, enfin ce petit, il est grand d'ailleurs, et ils vont entamer une relation qui, depuis très longtemps, j'allais dire couvait, n'attendait qu'une occasion. Et bien voilà, ça y est, c'est le moment. Et puis, à Coppet, il y a le fameux Nègre, le grand ministre de Louis XVI, qui est le père de Germaine. Et évidemment, pour un jeune politicien comme Benjamin Constant, c'est extraordinaire de pouvoir parler avec cet ancien ministre des Finances qui a joué un rôle tellement essentiel dans les débuts de la Révolution. Il va passer des soirées entières à discuter politique avec lui. Et de toutes ces discussions va naître une grande brochure politique dont Benjamin Constant espère le succès. Cette brochure est intitulée de la manière suivante: de la force du gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s'y rallier. Il s'agit, vous l'avez compris, de défendre le directoire, qui est issu lui-même de cette république thermidornienne. Il faut présenter ce directoire comme le régime du bloc central, le seul en quelque sorte qui pourrait être le rempart d'un côté contre les jacobins, de l'autre contre les ultra-royalistes. Ça nous rappelle d'autres périodes évidemment. Et voici ce qu'écrit Benjamin Constant. Le moment actuel est l'un des plus importants de la Révolution. L'ordre et la liberté sont d'un côté, l'anarchie et le despotisme de l'autre. Peu d'instants sont encore donnés pour se prononcer, il faut se hâter de déposer les souvenirs et les haines, ou demain, ces haines seront remplacées par d'inutiles regrets, ces souvenirs par d'amers remords. Ce que veut aussi Benjamin Constant, c'est, vous l'avez remarqué, se faire repérer par la classe politique. Sa brochure va connaître le succès qu'il escomptait. Le gouvernement l'a fait publier dans le Moniteur, autant dire qu'elle plaît beaucoup à ce nouveau régime qui, du reste, a trouvé là une sorte de justification. Et c'est vrai que le style de Benjamin Constant, mais aussi sa clairvoyance, la justesse de ses raisonnements, tout ça est salué. Et Constant va pouvoir revenir à Paris pour faire la promotion de la brochure. Et il est reçu au Palais du Luxembourg par les 5 directeurs, les directeurs qui sont les représentants exécutifs de ce régime du directoire. Il va parvenir à obtenir une grâce politique pour Germaine, évidemment, qui le rejoint à Paris en 1797. Ça y est, cette fois, elles peuvent s'installer ensemble. Vous voyez comme les choses qui doivent se faire finissent par aboutir, finissent par advenir. En parallèle, Benjamin continue de rencontrer les hauts dignitaires. Il fait la connaissance d'un certain Talleyrand, qui le recommande à un général qui lui a le vent en poupe. Vous me voyez venir, il s'agit du général Bonaparte, bien entendu. Bonaparte l'ignore, mais cette personne que vient de lui recommander Talleyrand va, dans les années à venir, lui donner beaucoup de fil à retordre et devenir un de ses principaux opposants. Vous écoutez Radio Classique. Maintenant, dans les milieux libéraux parisiens, on peut dire que Benjamin Constant est un homme qui compte. En 1798, il s'est beaucoup rapproché de Sieyès et de Barras. Quant à Germaine de Staël, elle est la femme la plus influente de Paris, disons les choses. Sauf que ce régime est complètement à bout de souffle, que la France est surendettée, que rien ne fonctionne, que tout est nécrosé et qu'un parfum de conspiration flotte dans la capitale. Même Sieyès, qui est directeur depuis 1 an, a bien l'intention de mener un coup d'État contre ce régime à l'agonie. Il cherche une épée qui pourrait l'accompagner dans ses manœuvres. Il a d'abord pensé au général Joubert, rappelez-vous, j'ai eu l'occasion de vous raconter ça. Mais Joubert
se trouve tué en août 1799 et c'est pile le moment où le général Bonaparte est en train de rentrer d'Égypte, auréolé de gloire. Et Sieyès va donc revoir ce général corse. Il lui fait part de son projet. Bonaparte avait un peu la même idée. Il a bien l'intention de jouer le rôle de cette épée qu'attendait Sieyès. Et Constant est au courant de toutes ces manœuvres. Il dit à Sieyès son grand scepticisme à l'égard de Bonaparte. Je cite Léonard Burnand. Préférant les idées aux baïonnettes, il redoute les conséquences d'une prise de pouvoir étroitement liée à la force intimidante de l'armée. Mais il est surtout le premier à comprendre, au moment même où les événements se déroulent, que celui qui joue le rôle de l'épée dans cette conjuration ne songe en réalité qu'à sa propre ascension et que ce général ambitieux ne tardera pas à confisquer à son profit tous les bénéfices du changement de régime. Dès l'aube du 19 Brumaire, avant même que le deuxième acte du coup d'État n'ait lieu à Saint-Cloud, Constant prédit avec une extraordinaire lucidité ce qui va se passer par la suite, comme le démontre la lettre qu'il fait parvenir à Sieyès dans la matinée. Alors, voilà la lettre en question. Citoyen directeur, après le premier sentiment de joie que m'a inspiré la nouvelle de notre délivrance, d'autres réflexions se sont présentées à moi. Je crois le moment décisif pour la liberté. On parle de l'ajournement des conseils. Cette mesure me paraîtrait désastreuse aujourd'hui comme détruisant la seule barrière à opposer à un homme que vous avez associé à la journée d'hier, mais qui n'en est que plus menaçant pour la République. Ces proclamations, où il ne parle que de lui, m'ont convaincu plus que jamais que dans tout ce qu'il fait, il ne voit que son élévation. Ça s'appelle être clairvoyant, ça, de la part de Benjamin Constant, qui a vu clair dans le jeu de Bonaparte. Et à la suite des événements, on va se dire qu'il a raison, bien sûr. Ce général devient l'homme fort du régime. Bon, la suite, on la connaît, bien sûr, et malgré tout, Constant se dit qu'il a peut-être quand même, étant donné la proximité qu'il entretient avec un certain nombre des personnalités du tout nouveau régime, la possibilité de continuer à jouer un rôle. Il observe la constitution du consulat, il voit qu'il y a là 4 chambres, le Conseil d'État qui écrit les projets de loi, le Sénat qui vérifie leur constitutionnalité, l'Assemblée législative qui vote les lois, et puis le tribunat. Le tribunat est là pour discuter les lois, mais sans les voter. Dans cette répartition des rôles, on devine le traumatisme de la toute-puissante Convention nationale. On ne veut plus d'une assemblée qui dirige tout et qui, au passage, peut envoyer les gens à la guillotine. On a donc divisé les rôles. Constant demande à Sieyès d'être nommé au tribunat. Il n'a pas l'intention de voter la loi. Lui, il se voit bien en tribun. Et il est fier d'être arrivé à ce niveau de responsabilité, Benjamin Constant. Rappelez-vous la fulgurance de cette ascension de la part de ce citoyen helvétique là, qui arrivait il y a encore quelques années en espérant simplement pouvoir prendre part au débat. Le voilà maintenant dans son bel habit bleu de tribun. Il a l'intention de saisir toutes les chances qui lui sont données pour essayer de peser un peu sur le destin politique de la France. Il a 32 ans à ce moment-là. Nous sommes le 5 janvier 1800, la Constitution a désormais 4 jours et ça y est, Constant monte à la tribune pour son premier discours et l'intervention qu'il va faire va avoir l'effet d'une bombe. Il veut dénoncer le peu de temps, il veut dénoncer aussi le peu de moyens qu'on a donnés au tribunat et il évoque un simulacre d'examen. L'examen des lois, on n'a pas le temps d'examiner ces lois, dit Benjamin Constant. Il conclut son discours de la manière suivante: sans l'indépendance du tribunat, il n'y aurait plus ni harmonie, ni constitution, il n'y aurait que servitude et silence, silence que l'Europe entendrait. Dans les jours suivants, Constant est attaqué, bien sûr. Inutile de vous dire que la presse du consulat ne lui fait pas de cadeau. Germaine de Staël est carrément convoquée par le ministre de la Police, par Fouché. On fait pression sur elle, on fait pression sur lui. Ils sont un peu le symbole de la lutte anti-Bonaparte. Déjà, dès les débuts de ce régime, et le salon de Germaine se vide aussi vite qu'il s'était rempli. Et Benjamin poursuit son œuvre au tribunat. Et plus il parle, et
plus le salon va se remplir d'autres figures qui maintenant sont des opposants au régime naissant du consul Bonaparte. Constant défend la liberté de la presse. Constant défend la liberté de chaque député. Il prône toujours la liberté dans tous les domaines. Et autour de lui, il rassemble une vingtaine d'autres tribuns sur la centaine que compte la Chambre, donc un cinquième environ, si vous voulez. Tout ça est exaspérant pour Bonaparte, qui traite Constant de chien. Ce sont eux qui empêchent le vaisseau d'aller à pleine voile. J'attends avec impatience le moment où ils seront expulsés des autorités, dit Bonaparte, qui va concrétiser tout ça le 10 février 1802, c'est-à-dire 2 ans après l'installation des chambres. Il fait paraître une liste de 20 tribuns radiés, et inutile de vous dire que le premier nom sur la liste est celui de Benjamin Constant. Et Constant va rester un peu sur le carreau. Alors Germaine proteste, elle fait connaître son mécontentement. Évidemment que Bonaparte admire cette femme, la fille de Nègre. Il sait quelle est son influence, il connaît son incroyable intelligence et surtout les réseaux qu'elle entretient dans Paris. Et il dit: avertissez bien cette femme, conseillez-lui de ne pas prétendre à barrer le chemin quel qu'il soit où il me paiera de m'engager, sinon je la romprai. Et là, Napoléon a une de ses colères. « Je la briserai », dit-il. Et Germaine de Staël ne va pas se laisser impressionner. Vous la connaissez, si je puis dire. En décembre 1802, elle publie le roman Delphine, qu'elle dédie à la France silencieuse. Un livre qui évoque explicitement la condition féminine à l'époque, pourquoi pas, mais aussi un certain nombre de questions sociales et politiques. Elle s'approche un peu trop près du soleil, là peut-être, Germaine, qui reçoit l'ordre de s'exiler à plus de 40 lieues de Paris. Autant dire presque 200, plus de 150 kilomètres. Ça permet pour Bonaparte de faire d'une pierre deux coups, puisque Benjamin Constant va l'accompagner. La revoilà en Suisse, les revoilà en Suisse. Et tous deux vont maintenant, à distance, poursuivre leur œuvre d'opposition. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1804, Napoléon a remplacé Bonaparte, si je puis dire, et il n'y a pas grand-chose qui lui résiste en France, sauf qu'il y a en Suisse, à Coppet, où sont installés Benjamin Constant et Germaine de Staël. Ils ont fait entre-temps un grand voyage en Allemagne. Bref, il y a en Suisse un véritable foyer, j'allais dire, d'opposition. Nègre est mort l'année précédente et ce château de Coppet devient un lieu de résistance au pouvoir napoléonien avec toutes sortes de personnalités qui viennent maintenant, qui affluent chez Germaine de Staël. Il y a un témoin de tout ça, c'est évidemment la comtesse de Boigne. Voici ce qu'elle écrira plus tard. Rien n'y était réglé. Il y avait le lieu attribué spécialement à aucune heure de la journée. Toutes les chambres des uns et des autres étaient ouvertes. Là où la conversation prenait, on plantait ses tentes et on restait des heures, des journées, causer semblait la première affaire de chacun. On imagine l'effervescence dans ce château de Coppet, le groupe de Coppet, c'est comme ça qu'on va appeler ce lieu ce groupe de discussion. Hein. On y parle avec beaucoup de liberté, de l'après-Napoléon. Lamartine dira que Coppet était le dernier foyer de la liberté. Et d'ailleurs, lorsqu'il sera à Sainte-Hélène, Napoléon dira: Coppet était devenu un arsenal contre moi. On venait s'y faire armer chevalier. Eh bien, l'un des chevaliers les plus obstinés, c'est Benjamin Constant, ai-je besoin de vous le dire. Avec un aura considérable dans ce cercle, une aura qui prend une dimension européenne et qui finit par rassembler tous les intellectuels qui viennent lutter contre cette influence et cette puissance devenue insurmontable de la France napoléonienne. Le groupe de Coppet devient en quelque sorte les états généraux de l'opinion européenne. L'expression est de Stendhal. Benjamin Constant et Germaine de Staël règnent là, en maîtres. Ils papillonnent au milieu de tous ces gens. Et Benjamin Constant en profite pour écrire un ouvrage qu'il va publier en 1815 et qui s'appelle « Principes de politique ». Et c'est là qu'il va défendre sa vision de l'organisation des institutions, du fonctionnement de la politique. Et c'est la Bible, en quelque sorte, du libéralisme. Franck Ferrand
sur Radio Classique. Il y a quand même une chose qui va troubler le quotidien de Benjamin Constant, c'est la rencontre qu'il fait d'une femme dont il tombe amoureux, et voilà. Il connaissait déjà Charlotte de Hardenberg, il l'avait rencontrée 15 ans plus tôt, dans ce qui alors semblait être en quelque sorte une autre vie. Il était gentilhomme de la chambre à la cour du duc de Brunswick à l'époque. C'était son père qui lui avait trouvé ce travail-là. On a eu l'occasion d'en parler. Il rencontre de nouveau Charlotte, ils deviennent à ce moment-là amants et il tombe vraiment amoureux d'elle et il ne sait pas comment annoncer ça à Germaine, bien entendu. Alors il va faire un roman qu'il publiera une décennie plus tard et qui s'appelle Adolphe, bien entendu. Benjamin se marie secrètement avec Charlotte, je dis bien secrètement, en 1808. Il ne s'agit pas de prévenir Germaine de Staël, qui est volontiers sujette à la jalousie, sauf qu'elle finit par apprendre la nouvelle. Vous savez comment ça se passe, ces choses-là. Et il va bien falloir se séparer. Benjamin et Charlotte s'installent pas très loin de Paris, aux Herbages. Benjamin Constant met de l'ordre dans ses papiers. Il écrit, il attend la chute de l'Empire, qu'il espère rapide. En 1811, il s'installe donc chez la famille de son épouse, à Hardenberg. C'est ici qu'il suivra la succession des événements, la campagne de 1812, la campagne de Russie, et puis celle d'Allemagne, et puis la campagne de France, bien sûr, en 1814. Et il va pendant un temps soutenir Bernadotte, le roi de Suède. Il se dit qu'il pourrait faire un roi de France favorable à sa vision libérale, d'une monarchie libérale en quelque sorte. Mais l'hypothèse Bernadotte, vous savez, est écartée par les Alliés. Constant prend sa plume, il profite des déboires de Napoléon pour faire paraître une nouvelle brochure qui va de nouveau faire beaucoup parler de lui dans Paris et qui s'intitule « De l'esprit de conquête et de l'usurpation ». Bon, finalement, l'empereur abdique. Immédiatement, Constant est à Paris. Il attendait ça depuis si longtemps. Il a bien l'intention de jouer un rôle et pour lui, ça va être le début, alors vraiment, des grandes affaires. Ce serait aussi le début d'un tout autre chapitre. Vous écoutez Radio Classique.